Bonjour Stéphane, Bonjour Laurent. fin d'année un peu neigeuse, météo d'hiver, on va faire notre petit échange de comptoir. Ça a été plutôt doux et plutôt été indien jusqu'à présent, mais là il y a effectivement une chute, un peu humide mais surtout froide. Là on est dans une température proche de l'hiver, là, clairement. Donc là on est dans une Pas de température neige ici. on est dans une température de saison, Oui, c'est ça. Oui, en donc gros, oui. on peut affirmer que les taxes marchent quoi. Enfin, elles ont remis le Ah climat oui, oui, c'est dans les sur rails, quoi. ouais. C'est sur commande tu payes direct les températures baissent. La corrélation est établie. Bon, alors vu qu'on a éclairci ce point majeur qui permet à la Et science de... il, il reste quand même à se demander si, quand on va revenir au printemps, les températures vont monter, alors que les taxes ont continué à tomber. Tu vois, Mais bon, je laisse Bah, quand même le point ouvert. normalement, c'est ajusté en fonction, hein, c'est dynamique. Donc, c'est comme l'inflation de Friedman et compagnie. Quand gna gna gna, enfin, on fait ce qu'il faut. On tourne les boutons et puis c'est une vraie machine qui fonctionne, quoi. C'est ça qui est pratique. Il y a une péréquation, d'accord. Voilà, exactement. Ça, c'est un terme qu'au Canada, on entend tout le temps parce qu'il y a exactement ce système de péréquation entre les provinces Mhm. qui payent à l'État fédéral, comme l'Europe reçoit de l'argent des États nationaux européens. L'Union européenne reçoit des subsides de ces gens-là, et après ça redistribue. Donc c'est la péréquation. T'en as qui gagnent, t'en as qui perdent. C'est bête, hein. Est-ce que tout ça, ça nous amène... je ne trouve pas de transition habile, donc on va y aller directement sur le sujet du surhomme, puisque tu as produit cette petite vignette il y a quelques jours, et je pense que c'est un sujet intéressant pour une conversation à propos de surhomme. On va voir si on peut placer l'expression sous-homme aussi dans la conversation. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle est implicite dans la Voilà. formulation. Alors, on pense tout de suite évidemment à Nietzsche quand on Mhm. utilise cette expression-là. Donc, je vais la Ouais, lire pour les gens qui sont à l'audio seulement. L'apparition d'une race de surhommes pensés et créés par l'homme heurte l'esprit de nos contemporains. Pourtant, la nature l'a déjà fait, à l'image de l'Homo sapiens, surclassant l'homme de Néandertal. Et alors, croyez-vous que l'espèce humaine actuelle ne mérite pas d'être améliorée? Citation ouais. de Bertrand Leménissier. Peux-tu d'ailleurs replacer un peu le personnage, s'il te plaît? Oui, dans une certaine mesure, Bertrand Le Milicier, qui malheureusement nous a quittés il y a maintenant 3 ans, je crois, Mhm. était un grand économiste libertarien anarchape de l'école autrichienne, fervent défenseur de la sécession, que j'ai eu la chance de rencontrer. En son temps, et bien avant moi, il avait déjà créé le mouvement des libertariens dans les années 80, je crois. Ah ouais. J'essaie de me rappeler à quelle université il enseignait, je n'ai plus le souvenir, mais il était donc universitaire. Il est passé, on doit pouvoir trouver plusieurs interventions de sa part sur des plateaux de télévision, assez décalés, bien sûr, comme tout libertarien. Quelqu'un absolument charmant, très à l'écoute, qui aussi a pas mal étudié la théorie du choix public Mhm. pour la dénoncer, en fait, pour la critiquer, mais Il la pour en critique de rester la en manière termes. de Hoppe, je suppose. Avec peut-être plus de rondeur, mais sur les mêmes fondamentaux, Ouais. oui, bien sûr. Mhm. Et probablement, quand il était encore vivant, pour moi, un des plus, plus libertariens, plus anarchapes que nous avions en France à cette époque, clairement. Et si tu me permets pour finir, parce que cette vignette, effectivement, elle parle du surhomme, mais le sujet qu'il traite réellement sur cette vignette, c'est c'est le transhumanisme, hein. Mhm. On en parlera peut-être une autre fois, mais c'est la capacité de nous adapter physiquement. Mais néanmoins, effectivement, surtout par rapport à ton introduction, il y a la notion de surhomme est plus large, et effectivement, elle fait écho à Nietzsche, bien évidemment. Et donc là, on est plus dans des notions justement de comportement et de psychologie ou de culture que de modification physique. Oui. Pour finir, peut-être un détail, parfois on trouve comme traduction de Übermensch, on trouve surhumain. Mhm. Mais perso, je préfère surhomme parce que surhumain, ça donne tout de suite une dimension impossible, fantasmagorique, etc. Tandis que le surhomme, en tout cas dans la logique que je connais de Nietzsche,
c'est quelque chose qui est accessible à l'homme. C'est une dépense. Oui, En fait, c'est un dépassement de soi, ce qui n'est pas la même chose. Oui, donc c'est pour ça que on a deux sujets aujourd'hui que je voulais commencer par celui-là pour mettre un peu à plat les notions comme celle de Nietzsche, parce qu'on associe souvent la philosophie de Nietzsche à une certaine politique des années 30 en Allemagne, et parce que ces abrutis-là se sont plus ou moins inspirés de certains morceaux qui les faisaient bander dans les écrits de Nietzsche, je pense sans les avoir compris d'ailleurs. Mais bref, il est passé donc d'une certaine manière dans le sac des gens qui ont inspiré AH et compagnie, par l'utilisation justement de ce terme surhomme. Et donc souvent, ou disons, c'est pas comme si j'avais ce genre de conversation tous les jours, mais quand on parle de Nietzsche à table, on peut avoir des remarques du genre ah ouais mais le gars qui a inspiré AH et donc c'était pour justifier l'extermination et les génocides, etc., en classant les êtres humains en deux catégories, les surhommes et les sous-hommes. Évidemment, ce n'est pas du tout ça que mentionnait Nietzsche, c'était pas son propos du tout, c'était comme tu viens de le dire, le dépassement de soi en termes individuels. Donc il y avait déjà aucune notion de classe ou de groupe ou de collectif. Et c'est vraiment une question personnelle de est-ce que tu es capable d'aller au-delà et de travailler sur toi-même pour te mettre un objectif ou un idéal, essayer d'atteindre un idéal que tu atteindras peut-être jamais, mais c'est vers ça que tu tends et c'est ça qui te rend surhumain ou disons surhomme. Oui, absolument, tout à fait. On va pas faire un cours sur Nietzsche, hein, c'est pas le sujet, mais quand même pour remettre en perspective, la notion de surhomme, tu la retrouves surtout à partir de Zarathustra dans ses bouquins. Zarathustra, si je dis pas de conneries, c'est 1880. Nietzsche, c'est 1870 en termes d'écriture, 1900. On est très très loin encore de AH, comme tu dis, des années 30. Hein. Il y a plus de 30 ans d'écart. On est plutôt 50 ans qu'autre chose. Ensuite, Nietzsche, on le trouve de très nombreuses fois dans ses écrits, est profondément opposé à l'État, même s'il n'est pas pour autant libertarien, anarchiste, etc. Mais il est très très fortement opposé à l'État. Et puis c'est fondamentalement un aristocrate ou aristocratiste, si je puis dire. Il est fortement en faveur d'aristocratie, ce qui n'est ni vision collectiviste, Übermensch au sens que tu viens d'évoquer, pas du tout, absolument pas. Et oui, quiconque lit ainsi parler Zarathustra comprend que le surhomme, c'est une question de, comme tu l'as dit, de dépassement de soi, pour bien sûr, et là pour faire rebond à le Ménissier, une amélioration de manière générale de la vie de l'humanité, l'enrichissement de soi et de l'humanité, bien évidemment. Enfin, en tout cas, c'est ma lecture, que je ne crois pas très originale. Je la partage, et puis je pense que quiconque a lu Nietzsche d'une certaine manière un peu studieuse, en tout cas sans aller trop vite et en diagonale, aura compris ça. Enfin, c'est pas un grand mystère, quoi. Non. Dans le cas de Le Ménissier, donc son point qui est l'amélioration, par exemple, entre Néandertal et Sapiens, donc là, on a un changement éventuellement de génome et de conditions physiques. En ce qui nous concerne, la discussion d'aujourd'hui, ce sera plutôt sur cette propension à avoir des idéaux donc immatériels, des idées qui guident nos actions. Et du point de vue libertarien, le surhomme, c'est celui qui est conscient de cet objectif-là et qui pose une rationalité là-dessus et qui s'y tient. Oui, je pense aussi. En tout cas, c'est sur ce point, je pense qu'on peut retrouver ou se rapprocher, se rencontrer un peu le propos de Nietzsche. Je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il a dit lui, c'est pas ça que je dis, mais en tout cas, c'est à mon sens là où on se retrouvera le mieux et le plus. Mais comme tu dis, pour des libertariens, qu'est-ce qu'on voit, toi et moi et d'autres, qu'au quotidien, il y a plusieurs choses qu'on nous oppose. On va nous dire que nos idées ne sont pas pour tout le monde, par exemple, ne sont pas appliquées à tout le monde. Ça, c'est un premier point. Que ça ne marche que pour des adultes. Ça, c'est une première ligne d'argumentaire. Et puis, il y a une deuxième ligne d'argumentaire qui nous est peut-être plus proche à nous, qui consiste à dire, mais de toute façon, on parle régulièrement, toi et moi, de civilisation. On n'est pas les seuls à parler de ça. Hein. Mais on parle régulièrement de civilisation. Et on dit, et en tout cas, c'est moi le propos que je verrai ici
en connexion, consiste à dire la civilisation commence quand on renonce à la violence au sens de l'agression. Je pense sincèrement, en tout cas je propose et je pense que c'est le lien qu'il y a, c'est de dire quiconque fait effectivement foi, si je puis dire, acte de renoncement à la violence, se grandit et contribue à la création et à la pérennisation de la civilisation et passe d'un état de barbare, toi tu dirais les singes, hein, passe de l'état de singe à un état d'humain, voire de surhumain, surhomme. C'est ça l'idée, je pense. C'est-à-dire que l'être humain est un animal, ça on va pas le nier. Hein, on n'est pas en train de nier la nature bestiale, sans côté péjoratif au terme bestial, de la viande que nous sommes. C'est un peu le principe de ce surnom que je me suis affublé moi-même sur les internets. Donc on est de la viande, il faut en être conscient. On est des êtres qui sommes tributaires du monde physique. Et en tant que quantité matérielle, on est aussi capable de force et de violence, comme tu viens de le dire. Donc l'usage de la force, ça fait partie de notre vie, ça on le sait bien. Oui. Et l'intérêt de la chose, c'est d'arriver, pour nous en tant que libertariens, l'intérêt de la chose civilisatrice, c'est d'arriver à faire la part pour parodier les inconnus, entre la bonne et la mauvaise violence. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une très bonne analogie, oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a la bonne et la mauvaise violence, je suis désolé, mais ça c'est vrai. Il y a la violence agressive qui est celle de celui qui initie le processus, ça c'est la mauvaise violence. Entre guillemets, la bonne violence, de dernier recours, je dirais, parce que si on arrive à contrer une agression sans violence, je trouve ça encore mieux. C'est-à-dire si on arrive à persuader l'autre d'arrêter tout de suite sans qu'on ait à lui porter des coups quand on se fait attaquer, bah, tant mieux. Mais si on n'y arrive pas, on va s'en remettre à la violence de défense, qui à ce moment-là devient malheureusement la bonne violence, celle qui nous permet d'arrêter l'agression. Je suppose que tu es d'accord avec tout ça. Ah, complètement, c'est une excellente analogie, tout à fait, absolument. Donc, pour faire progresser l'homo sapiens que nous sommes, qui est donc forcément confronté de temps en temps et malheureusement à la violence d'autrui, je ne parle pas de la violence des éléments comme la météo, dont on a discuté en début, ni de celle des animaux, ni de celle des avalanches, ni de celle des tremblements de terre, parce que ça, ce ne sont pas des acteurs, mais la violence de nos congénères, voire de celles d'autres entités qu'on pourrait découvrir un jour, qui sont elles aussi dotées de conscience, de capacité d'argumentation et de rationalité. Voire même des communistes, on ne sait jamais. Bien sûr. Donc, il y en a qui ont fait ce chemin. Il y en a. C'est ça. Donc toutes ces personnes devraient pouvoir progresser vers un état de civilisation plus si elles se rendent compte qu'initier la violence, bah, en gros c'est mal. C'est à la fois juridiquement indéfendable, ça on l'a étalé en long en large par le biais du principe de non-agression, mais si on veut parler d'un côté plus moral et plus éthique et plus culturel, le renoncement à la violence devrait être un élan qui intéresse tout le monde, quoi. Oui. Et non seulement je te rejoins, mais même il y a un troisième fil d'argument qui est l'intérêt personnel se consolide dans l'intérêt général qui est, comme dirait Christian Michel, si tu me permets, hein, l'intérêt général, c'est de conserver le droit. Hein, le bien commun, c'est le droit. L'intérêt général, c'est de le conserver. Ce qui est bien qu'en plus, non seulement, effectivement, il y a ce que tu évoques, mais il y a également le pur intérêt personnel se cristallise dans la civilisation telle qu'on vient de l'articuler. Donc, ça fait quand même pas mal de lignes d'argument. Hein. On est dans l'économique, on est dans le déontologique et on est dans le moral. C'est quand même pas mal de choses. Là. Donc, si vous voulez être une bonne personne morale, combattez l'agression. Si vous voulez être dans votre droit, n'agressez jamais. Et si vous voulez devenir riche, n'agressez pas et puis défendez-vous, quoi. Enfin... C'est ça. Ça fait. Donc, on est en train de dire là que le surhomme tel qu'on l'entend, qui n'est jamais que l'avenir de l'homme, si je puis dire, pour faire référence à certains. La fameuse civilisation dont on nous parle tout le temps en oubliant que c'est pas la technologie qui fait la civilisation, mais c'est le droit.
C'est ça, en fait, la proposition du surhomme faite par les libertariens pour faire écho donc à Nietzsche. C'est ça qu'on dit, quelque part. C'est ça, on a un idéal qu'on vient de présenter, et puis l'objectif du jeu, là, c'est d'attraper le drapeau, quoi, afin d'aller dans ce sens-là. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous qualifions sans cesse et sans répit, et on n'arrêtera jamais, il n'y a aucun moyen de contourner ça, l'État d'organisation barbare. Parce que c'est une organisation qui, par sa nature même, son premier geste est d'agresser autrui, donc son premier geste est de nier la civilisation. Alors là, on va peut-être nous dire qu'on radote, mais ça vaut la peine, je pense, pour faire le lien. Parce que c'est effectivement l'inverse du sous-homme. Là, on est dans le sous-homme, en fait, avec l'État. Oui. On est dans ça. Oui, l'État est décivilisationnel et même anti-civilisationnel. C'est plutôt la démocratie qui est décivilisationnelle. L'État est anti-civilisationnel, il faut arriver à le dire, l'asséner, le répéter. Et en effet, quiconque imagine, d'ailleurs on pourrait dire 2 mots sur Hobbes, quiconque imagine que l'État serait un facteur de paix, un facteur de civilisation, et lui-même dans un état de pensée où il n'a pas maturé cette chose-là, il n'a pas encore atteint quelconque, même pas envisagé le surhomme, si je puis dire. Si tu permets 2 mots rapidement sur Hobbes, on en a, je pense, déjà parlé, mais tout ça me semble lié. Tu sais, le fameux l'homme et le loup est un loup pour l'homme, c'est totalement ridicule. C'est totalement ridicule parce que dans cette terminologie, il fait une confusion entre certains hommes sont des loups, parce que ça c'est vrai, le crime existe, la violence existe, l'État existe. Donc oui, certains hommes se comportent en loups, mais justement, si ce sont des loups, ce ne sont plus des hommes, justement. Et l'immense majorité des hommes, par contre, ne sont pas des loups pour l'homme, parce que sinon, nous serions tous restés à l'état de singes ou autre, et on aurait, l'humanité n'existerait plus telle qu'on la connaît aujourd'hui, en termes de paix, technologie, progrès, le peu de civilisation qu'on a, etc., etc. Donc, juste pour dire que quiconque se réfère à Hobbes pour tenter de contrer cette argumentation, se tire une balle dans le pied, en fait. Oui, parce que le Léviathan, c'est la pire des solutions. Bien sûr. C'est même pas une solution, quoi. C'est une stratégie, je pense, c'est plus une stratégie de domination qu'autre chose, quoi. Oui, et puis ça implique que celui qui le formule n'a clairement pas articulé ce paradoxe apparent entre le loup et l'homme. Il n'y a pas de paradoxe, en fait. Il n'y a pas le paradoxe. C'est juste que on fait pas, celui qui ne le voit pas ne sait pas faire la différence entre certains hommes et l'homme en général. C'est ça. Ouais, si c'était le cas, que l'homme est un loup pour l'homme, on n'aurait justement pas dépassé le stade de la meute de loups. C'est ça. Donc, on est toujours dans la forêt en train de sucer des cailloux et de monter aux arbres. Nous avons su être des sur-loups, on va dire, ou des sur-singes. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes des sur-singes. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes des sur-singes. C'est vrai. Nous ne sommes pas encore vraiment des hommes, en fait. Pas tous, quoi. Oui. Donc là, on est dans un contexte de définition de la civilisation par le droit, et puis j'aime bien aussi lui donner ce côté moral, de faire l'effort, de la bienveillance, et d'essayer de prendre un pas de recul et de pas de sauter à la gorge d'autrui dès qu'il y a un différent quelconque. L'État, c'est cette entité qui empêche cet état d'esprit de se mettre en place de façon générale. J'ai l'impression qu'en fait, c'est calculé. Là, c'est de la prospective de ma part, parce que je suis pas historien ni quoi que ce soit, mais vu que l'État est une force de conquête qui est là pour piller, enfin, l'origine anthropologique, c'est ça, hein, on peut plus ou moins l'affirmer maintenant. On pille, la force pour imposer la force pour imposer la paix, c'est ça en fait. Voilà. Mais alors la question que je pose, vu que ça c'est l'origine de l'État, et encore une fois, archéologiquement, etc., c'est des choses qui ont l'air assez, j'aime pas dire le mot prouvé, mais qui sont, disons, relativement bien établies. Ouais, voilà. Maintenant, le fait, comme là, tu vas voir l'angle que je prends qui est assez pervers, le fait que l'État dans lequel on vit
aujourd'hui dans les démocraties occidentales, et là je vais faire mon petit Steven Pinker, qui constate, Steven Pinker, avec ses jolis cheveux, qu'effectivement on est passé d'un État broyeur et dominateur à mort. Alors je pense que ça c'est une fausse image, mais bon, admettons que tout ce qui était avant la démocratie du 19e siècle, par exemple, était beaucoup plus brutal, admettons, j'y crois pas, mais admettons. Aujourd'hui, il considère justement que c'est un progrès, puisque et qu'il y a donc une force civilisatrice quand même qui a lieu, qui s'effectue dans le temps, puisque l'État, par exemple français de 2025, n'empale plus ou ne brûle plus les sorcières comme il le faisait il y a 300 ans ou 400 ans. Est-ce que on peut quand même donner une sorte de bon point à la démocratie ou à l'État en général, à la République, pour ce genre de pseudo-amélioration? Ah ben clairement pas, parce que l'amélioration, elle est tout à l'inverse en fait. Probablement là où on pourra le rejoindre, c'est l'État ne pratique plus on va dire des tortures, ou n'a plus de pratiques aussi sordides ou visiblement sordides. La torture est quelque chose qui a priori est banni. Donc là-dessus, effectivement, nous sommes adoucis. Effectivement, s'il y a de la civilisation, c'est que la violence visible s'est adoucie. Mais par ailleurs, le XXe siècle se caractérise par la gravité, le sordide, le volume et la quantité de morts au titre des États, des guerres, de la démocratie. On a, au bout du compte, l'horreur, c'est démultiplié, la population explosant en plus, l'horreur s'est démultipliée dans les faits par rapport à ce qu'on connaissait avant. Peut-être que c'était, maintenant, c'est avec des balles de fusil ou napalm, par exemple, je suis pas sûr que ce soit aussi, si on va comparer le napalm à un pal du Moyen-Âge, bon, c'est moyen comme amélioration. Quand même, Voilà, donc je suis pas sûr, Il y a quand même malheureusement beaucoup d'indices, et bon, pour pas dire de preuves, que au quotidien c'est gentillounet, on nous prend du fric, on nous tord plus, on ne coupe plus la main ou des trucs comme ça, mais on envoie à la guerre et puis voilà. Je rappelle quand même qu'au XXe siècle, si on suit les calculs j'ai oublié l'auteur maintenant, du titre de livre. Le titre du livre, c'est Death by Government, de Rummel, voilà. Rummel, ces calculs amènent à juste, pour le XXe siècle, et sans compter les guerres, donc sans compter les morts au combat, amènent à 262 millions de gens assassinés par leurs États. Il appelle ça les démocides, c'est-à-dire les États qui massacrent leur propre population. Que ce soit l'URSS, la Chine, les nazis, n'importe qui, les camps de concentration, les famines, les exterminations, les purges, les pogroms, tout ce que tu veux, c'est, sur 100 ans seulement, c'est 262 millions de personnes. Ben voilà, enfin bon, donc voilà. Quiconque soutient encore la démocratie à cet égard, ne prend absolument pas la mesure. Je pense que, on est en train de déraper là, mais je pense que les gens se laissent berner par le quotidien. Voilà, mais ils ne voient pas que quand on a encore un pingouin est plein de sous-pingouins qui appellent à la guerre ou qui vont signer en Ukraine, qui sont fiers de signer un accord pour livrer 100 rafales avec l'argent en plus qui sera pris sur les impôts des prochaines générations. Tant qu'on aura des pingouins qui tireront de la fierté sur des choses comme ça, on ne pourra pas dire qu'on sera dans une approche de civilisation. Surtout que, comme tu le dis, c'est une question d'habitude. Vu que justement la thèse de Pinker, voire d'Étienne Chouard, qui se rejoignent là-dessus, c'est que maintenant, pour décider les choses, on le fait par le vote, plutôt que par la bagarre directe. Donc le plus fort gagne en nombre, plutôt que le plus fort en force physique. Et je trouve qu'on s'est pas tellement éloigné du sujet, en fait, parce que là, le surhomme, ce serait de se rendre compte qu'en fait, non,
les deux méthodes sont pourries. Bon, peut-être que voter, ça évite quelques bagarres qui vont éviter des morts sur le champ, mais ça, c'est une vision à court terme, parce que voter va provoquer des morts à long terme qu'on ne verra plus, comme étant les conséquences du vote. Tu sais, je pense que je pourrais tu vois, ce qui me vient, un truc qu'on aurait dû dire, je pense, probablement depuis longtemps, que je te propose. Nous disons régulièrement, je l'ai dit tout à l'heure, que la civilisation commence quand on renonce à la violence, dans le sens qu'on a dit. Je te propose qu'on y mette sinon un lemme, peut-être un corollaire. Je ne sais pas si c'est pas un lemme en fait, mais le surhomme passe aussi par le renoncement au vote en fait. Tu vois, quelque part, il y a quelque chose à la décision collective, de manière plus large. Je pense que l'autre point, c'est le renoncement à la décision collective. Parce qu'effectivement, l'équipe d'Étienne Chouard, ils sont contre le vote pour d'autres raisons d'ailleurs, pas pour la question de violence, c'est ça qui est assez triste. Mais en bout de ligne, ce qui compte, c'est qu'il y a un collectif qui a décidé à la place des individus. C'est ça. Et ce collectif n'existant pas en tant que tel, ce sera d'autres individus qu'on aura plus ou moins désignés de façon arbitraire par des tirages au sort ou des machins pour prendre ces décisions-là. Et on en revient au même point, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont des esclaves et d'autres des maîtres, quoi. C'est ça. Ça change rien sur le front. Alors, puisqu'on a parlé de tout ça, est-ce que tu as encore une remarque sur le surhomme ou je peux enchaîner directement sur le terrorisme? Non, oui, je pense que tu peux enchaîner. J'allais dire, je pense aussi, tu vois, à l'obéissance militaire et tout comme ça. L'obéissance militaire, c'est pareil, ça relève du sous-homme, quoi. C'est pareil. Ça va choquer parce que on a cette image au contraire des héros et tout comme ça. En réalité, ce sont des sous-hommes. Ouais, c'est juste des singes bien habillés qui ont des micros. Donc, je te propose justement, sans transition, qu'on passe à cette déclaration ahurissante de cette semaine-là du chef des militaires français. Bon, sans trop de commentaires, mais bref. Je pense que tout le monde a déjà vu la séquence, mais on va la remettre quand même. Je pense qu'il ne faut pas la commenter au départ, il faut la commenter après plutôt. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on aime. Si notre pays lance, parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Ben voyons. C'est d'un ignoble, j'ai pas de mots assez forts pour qualifier cet olubrieux. Et c'est le chef d'état-major, ça. Alors attends, moi, avant qu'on embarque là-dessus, parce que sinon, si on s'y met à deux, là, ça va faire un trou noir d'insultes. Je vais prendre sa défense, 2 secondes. C'est un singe automatisé qui est dans le système apparemment depuis tout petit, hein, sinon il ne serait pas arrivé là. Ça transpire à son élocution. Voilà, donc il est absolument programmé pour faire ça. Il a le job qui va avec, il a les prétextes qui vont avec. On lui a dit de le faire. Oui. Je comprends qu'il le fasse. Je veux dire, ça l'excuse en rien, mais je comprends bien pourquoi il raconte ce genre de merde. Mais on a fait, toi et moi, une chanson qui s'appelle Obéissance. On est en plein là-dedans, quoi. Absolument. On est en plein dedans. Hein. Est-ce que, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai écrit comme parole, mais en gros, est-ce qu'on peut imaginer une civilisation qui repose sur l'obéissance? Voilà, c'est la question. Et je pense pas que la réponse soit oui. D'accord? Comment ce mec peut dire qu'à la fin, le risque qu'il ne définit pas, qu'il ne qualifie pas, qu'il ne justifie pas, dont il ne donne pas la mesure, ok, peut justifier tout ce qu'il demande, tout ce qu'il demande, qu'il ose demander, même pas au peuple en plus, mais à des représentants, les maires, bon, peu importe quelque part, parce qu'ils passent à la télé. Comment peut-on oser dire un truc pareil? Comment? Et en plus, sans charisme, toi, il n'y a même pas de charisme dans ce qu'il dit. On pourrait excuser ça par un tribun. Il y a des tribuns qui s'en sortiraient.
AH, il ferait ça avec du charisme. Lui, il a même pas. C'est abominable. C'est plus bas que terre. Bah, c'est une commande, à mon avis. Je pense pas qu'il ait programmé ce discours un matin. Tiens, si je dois raconter ça, c'est que c'est l'autre Bien sûr. abruti d'au-dessus qui lui a dit tiens, va raconter ça parce Bien que sûr. nous, il faut qu'on ait des prétextes. Bien Alors, sûr. pour détourner l'attention de la bite de Brigitte, pour ceci, pour Oui. préparer des budgets. Ouais. J'en sais rien, moi. Oui, mais En tout cas, oui, mais- terroriser la population, c'est leur métier. Hein, donc, ils s'y mettent on va y tous. Quoi. venir. On va y Mhm. venir à terroriser la population, mais je voudrais juste dire une dernière chose. Mhm. C'est, tu vois, ce mec dans sa posture, dans son poste, pardon, pas dans son posture, dans son poste, a vocation à être un héros, normalement, en tout cas, ok. Enfin, les grands guerriers, c'est ça, quoi. Enfin, sinon, il n'est pas à sa place. Ils ont défendu la veuve et l'orphelin. Oui, voilà. Mhm. Comme dirait, enfin, j'ai encore Christian Michel qui est encore avec les guerriers, peu importe. Mhm. Mais un héros, comment peut-on être un héros et en fait se comporter comme être tout sauf un sous-homme? C'est, enfin, il a le comportement et le discours de l'anti-héros. Il demande un sacrifice. Il ne propose Absolument. même pas le sien. Non. Propose même pas le sien. D'ailleurs, c'est ce que la remarque que je voulais faire, c'était celle-ci. C'est, je trouve que le phrasé ou le choix des mots et des pronoms en particulier, puisque on est à une époque de pronoms, est très judicieux, parce qu'il dit si on n'est pas capable de faire des sacrifices et de perdre nos enfants qui vont mourir à la guerre, et si on n'est pas capable de s'auto-ruiner pour financer mes jouets à moi, il ne le dit pas comme ça, alors on aura un problème. Mais le on qui aura un problème, c'est lui, c'est pas nous. C'est-à-dire que il confond le on de tout le monde dans le pays avec le on, notre petite caste qui vit du parasitage guerrier. Et je trouve ça assez habile, cette manipulation du faux pluriel du on. Bon, c'est un petit détail, mais quand même, ça fait passer plus facilement la pilule que l'État, c'est le peuple, que on est le gouvernement et que tout ça se fait ensemble dans un grand cercle joyeux où on se tient tous la main et il n'y a pas vraiment de chef, c'est on. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais si je reviens sur le truc des héros, historiquement, les guerriers, historiquement, parce que militaires, hein, les guerriers se sacrifient. Ouais, je suggère à tout le monde qui regarde de lire dans Vivre ensemble de Christian Michel, il y a un article sur les guerriers qui est remarquable. Et dont la thèse, qui est tout à fait historiquement justifiée, consiste à dire historiquement, les guerriers se sacrifient pour la sécurité de tous. Et c'est parce qu'ils ont cette posture, ce rôle, voilà, ce rôle. Et donc cette épée de Damoclès, d'être les sacrifiés, les premiers sacrifiés, parce qu'à l'époque, tout le monde ne faisait pas la guerre, eux faisaient la guerre, comme lui. Okay, on leur tolérait, à partir de là, on leur tolérait des choses qu'on ne tolérait pas aux autres. Et c'est comme ça que l'État a commencé, parce que justement, on a toléré aux gens d'armes, okay, des choses comme, par exemple, la fiscalité qu'on n'aurait jamais toléré d'autres personnes. Parce que ces gens-là se sacrifiaient. Ils étaient au front et ils mettaient leur vie en péril. Mais là, le mec, c'est pas ça qu'il dit, là. Il dit pas l'armée sera là, rassurez-vous, nous avons la frappe nucléaire, que ça. Non, il dit clairement à tout le monde, je sais pas, moi je sais pas, hein, mais vous par contre vous allez devoir y aller. Ouais, vous allez être pauvres et vos enfants vont mourir. Et si vous n'êtes pas prêt à ça, on va perdre. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on est dans l'anti-héros au sens de l'anti-militaire. Plutôt l'anti-guerrier, pardon, mais c'est la même chose. C'est ça, donc, il se présente même plus comme le berger du troupeau. Oui. Ah, le chien de berger du troupeau. Il se présente même plus comme celui qui protège contre les loups. Oui. Si les moutons ne sont pas assez vindicatifs, ben, les chiens de berger pourront rien faire. Oui. Et il n'y a rien dans sa posture, dans son discours, qui a ce côté charismatique qui caractérise, si je puis dire. Il finit par ah ben si ça va pas, on va avoir des risques. Mais quel risque? Tu es là. La seule chose qui justifie que tu puisses être parmi nous, c'est que toi, tu es là pour nous garantir de protéger des risques. C'est ça. Et là, on voit bien que la guerre, c'est vraiment la santé de l'État, quoi. Parce que non seulement
ils en vivent parce qu'ils nous extraient les impôts, etc., qui servent à financer ce prétexte, mais en plus, derrière, ils fournissent pas le service pour lequel ils nous ont extorqués, donc ils gagnent 2 fois, quoi. J'ai rarement vu un truc aussi abominable. Appel à la guerre, 2030, c'est-à-dire demain, des risques, on ne sait pas pourquoi, et ne pas avoir honte devant tout le monde, sans qu'il y ait le moindre risque objectif à la porte. Il n'y a rien comme risque. C'est peut-être une d'oser appeler les gens au sacrifice. C'est une horreur. Et on va nous dire que ça, c'est de la civilisation. Et c'est peut-être une prophétie autoréalisatrice. Si ici, de 2030, ça aura peut-être lieu, parce que tout le monde va s'exciter sur cette date-là, puis ils vont vraiment le faire, ces connards, quoi. Ça me rappelle certaines époques, mais oui. Ouais, c'est ça. Et en gros, on peut qualifier, sans aucun scrupule de ma part, l'État donc du plus gros de tous les terroristes. C'est le terroriste qui est en place, c'est le terroriste qui a gagné. Souvent, moi, j'aime bien dire que l'État, c'est la mafia qui a réussi, mais en fait, c'est pire que ça. C'est le terroriste qui a réussi, quoi. Bien sûr. Bien sûr, sur le terrorisme, tu sais quelle est ma position. C'est ce que tu dis est vrai, hein. Mais je ne sais pas si tu as suivi ça, mais là, il y a quelques jours seulement, nous avons, à Paris et au-delà, célébré, enfin ils ont, pardon. Ah, oui. Il a été célébré le Bataclan. Les 10 ans du massacre du Bataclan, effectivement. C'est une triste mémoire, hein, évidemment. Et chaque fois que ça sort, je remets une couche pour ma part en disant je suis désolé, mais les meurtriers du Bataclan ne sont pas des terroristes, parce que le terrorisme soit n'existe pas, soit comme tu l'as dit, et je pense que c'est toi qui as raison, le seul véritable terrorisme, c'est l'État. En tout cas, tout ce qui est lié à l'État. Mais les gens qui ont tué 100 et quelques personnes, malheureusement, au Bataclan, c'était des barbares, hein, des meurtriers, à la rigueur des assassins. Et bien sûr, ils doivent être des animaux, voilà. Ils doivent évidemment être condamnés avec tout ce que ça veut dire, dans la pire des horreurs. Ça, c'est évident. Mais ce ne sont pas des terroristes, parce que le terrorisme est une dimension propagandiste, et parce que ça donne tout de suite une image, une excuse, une dimension politique, okay, que seul l'État peut porter. Donc le terrorisme est une invention pour moi de l'État qui ne vise qu'à utiliser, reprendre, instrumentaliser les meurtriers, même si ces meurtriers sont de toute tendance. Hein. Dans les années 70-80, on avait les brigades rouges, aujourd'hui on en a d'autres, ça change rien, c'est la même chose. Ou l'ETA, ou les... Pareil, depuis 50 ans, on a eu tout un tas de terroristes pour des raisons très différentes, mais ils n'ont de terroristes en commun que simplement que l'État les a qualifiés de terroristes. Et surtout, ils ont quand même autre chose en commun, c'est que, en tout cas, en surface, leur action est dirigée contre l'État, par le biais de la population. C'est pour ça que ça fait terreur à l'État, on est d'accord. Mais faire terreur à l'État, c'est pas du terrorisme. Non, des fois, c'est de la légitime défense. Mais parce que le fait est que quand des gens débarquent dans une banque avec des armes et puis qui commencent le pillage et le détroussage des gens, on appelle ça des criminels, on appelle ça un gang, parce que ça attaque des particuliers et ça a une motivation ouvertement matérialiste, financière, on veut récupérer le magot. Oui. Là, quand des gens pénètrent le Bataclan ou d'autres endroits pour tuer gratuitement des innocents sans réclamer quoi que ce soit, je pense que c'est juste une distinction de journaliste ou de je sais pas quoi, de qualifier ça de terrorisme, parce que l'objectif, c'est de faire peur. Oui, mais c'est tout mon propos. C'est peut-être que dans leur tête, ces gens-là étaient effectivement terroristes. C'est-à-dire, ok, mais c'est à partir du moment où on communique, que les journalistes, etc., qu'on communique sur ça, au lieu de les rabaisser justement au niveau de ce sont des barbares. Ce sont de vulgaires barbares, ils ne méritent même pas qu'on parle pas. Non, au contraire, on envenime le truc. Okay, on en fait, ah oui, non seulement ils ont tué beaucoup de personnes, mais en fait, ils l'ont fait pour une raison qui vous menace tous. Et souvent, une raison qui pourrait paraître noble selon le point de vue. C'est-à-dire que personne ne va justifier le détroussage d'une banque parce que c'est bassement pour la patte du gain immédiat. Alors que si on tue
des innocents, mais que c'est pour libérer des mecs, pour libérer un territoire ou parce qu'on n'est pas content d'une religion, alors là, subitement, ça devient moralement un peu plus acceptable, chose que je n'ai jamais comprise. Je suis tout à fait d'accord avec toi, complètement d'accord. Et il n'y a rien, encore une fois, on dit toujours la même chose, hein. Il n'y a rien qui puisse justifier le meurtre, la fin justifie les moyens, non, jamais. Donc effectivement, peu importe, on s'en fout complètement que ce soit des terroristes de ceci ou des terroristes de cela, non. Le terrorisme est une invention de la propagande qui l'utilise, mais en fait, qui n'utilise que des choses qui sont de vulgaires barbares. Et si on veut s'en débarrasser, c'est un peu comme la drogue. Si on veut s'en débarrasser, il faut renoncer là aussi à valoriser le truc. C'est pareil, c'est la même chose. C'est ça. Ça me fait rigoler parce que là, tu viens de prononcer la phrase aucun meurtre n'est justifiable, en gros. Et ça fait écho à une réflexion que m'avait fait un député socialiste, je te prie, des années 80, un député du Haut-Rhin, en Alsace, qui était un ami de la famille, et qui me disait, tu sais, et moi j'étais jeune à l'époque, bien sûr, il me dit, tu sais, il n'y a aucune cause ne justifie la mort d'un homme. Ce qui est à peu près la même chose. Et j'ai pas repensé, enfin, si par épisode, ça me revient cette réflexion-là, en tout cas avant ma progression vers l'état d'être humain libertarien. Et en fait, je suis sûr que lui n'a pas inventé cette phrase, ce fameux député, et qu'il y en a d'autres qui pensent comme ça, mais les gens ne sont pas capables de se retourner sur eux-mêmes pour constater que, ok, mais dans ce cas-là, pourquoi tu me menaces de mort si je paye pas les trucs que tu décides à l'Assemblée, quoi? Oui. Oui, tout à fait. C'est quand même un paradoxe assez profond. C'est comme récemment, là, on m'a envoyé une vidéo d'un député qui râle contre le fait que l'eau en bouteille voit sa TVA multipliée par 4. Ils viennent de voter ça apparemment en France, que c'est plus 5%, mais 20%. Il dit ouais, super, mais le mec, c'est un putain de parasite qui vit au crochet de tous les autres, mais cette taxe-là, il est contre. Pourquoi? Enfin, quelle est la logique là-dedans? Bref, la terreur, pour faire le lien avec ce qu'on disait précédemment sur le surhomme et surtout sur la part des anges là, de machin, c'est que la terreur, c'est vraiment diffusé dans la façon de vivre, et ça m'angoisse quelque part un petit peu, parce que on accepte, et là c'est un on généraliste de toute la population, on accepte cette terreur au quotidien. D'ailleurs, je défie quiconque, même parmi les plus fervents étatistes, de me dire que non, quand un flic s'approche de moi, je n'ai pas peur. Bien sûr. Je défie quiconque de me dire que si un flic s'approche de toi en voiture ou à pied ou quoi que ce soit, et que tu sens que tu es l'objet de son attention, que tu commences pas à avoir une sorte d'angoisse, qu'est-ce qu'il va me faire? Écoute, ça m'est arrivé il n'y a pas plus il y a 2 heures, un truc comme ça. Je suis allé chercher ma petite fille à l'école à côté, tu vois. À la sortie, à la sortie d'école maternelle, tu vois. À la sortie d'école, il y avait un flic qui en fait faisait la sécurité, machin. Bon. Juste de voir le flic, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Et tu vois, exactement le truc, le même réflexe, au lieu d'être rasséréné, et c'est pas une psychose chez moi, hein, mais ça me fait écho tout de suite. Au lieu d'avoir été instinctivement rasséréné, ce qui aurait dû être sa posture et l'effet qu'il aurait dû faire sur moi, je me suis au contraire aussitôt dit pourquoi il est là, lui. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Il véhicule la méfiance. Il suinte la menace. C'est ça. Parce que personnellement, moi, quand je rentre dans un supermarché ou une salle de spectacle, le service d'ordre ne m'a jamais fait peur. C'est-à-dire que jamais, quand je passe à côté d'un gars qui garde la porte d'une salle de spectacle ou d'un supermarché, je me dis ah merde, il va me taper ou il va m'emmerder. Non, non. Je sais que si je me comporte selon les règles du lieu, ça va se passer super bien. C'est vrai. Et tu vois, toujours pareil, on passe d'un truc à l'autre, etc. On a l'habitude. J'ai vu, je crois que c'était hier ou avant-hier, des images totalement fortuites. Il y avait apparemment à Mexico City une tentative de prise d'assaut du palais présidentiel. J'en sais pas beaucoup plus. J'en sais pas beaucoup plus. Okay. Mais le point, c'est pas ça. C'est ce qui m'a frappé dans les images, c'est tu vois la foule sur l'esplanade
qui tente effectivement, qui encercle le palais, qui tente d'y pénétrer. Et tu as devant une colonne, en 10 colonnes d'épaisseur là, de flics qui défendent. Et là, évidemment, je me suis dit, rien de surprenant, hein, les flics sont là pour protéger le pouvoir. Ils ne sont pas là pour protéger la loi. C'est le service d'ordre du pouvoir, et donc c'est bien les bras armés de cette organisation terroriste, quoi. Voilà. Je vois pas et comment donc notre cher ami d'état-major de tout à l'heure, c'est la même, le mot qui me vient commence par pou et finit par rupture. C'est du même acabit, quoi. Non, il ne vient pas nous parler de civilisation. Son baratin censé nous dire que c'est la grandeur, justement, que d'être capable de tels sacrifices, mais c'est exactement tout l'inverse. Là aussi, tu sais comment je fonctionne. Je vous encourage à lire, et c'est pas, je fais pas de la pub gratuite, c'est parce que je pense que ça vaut le coup de le lire. Le pacifisme par d'Émile Faguet, qui est sorti il y a pas très longtemps chez nous. Je suis au milieu. Alors, pour moi, c'est de la philosophie politique, hein, okay, et c'est structuré. Il te met dans un entonnoir, il te met progressivement te dans. Alors, l'ironie là-dedans, elle est vraiment à 4 épaisseurs. Ah oui, oui. Fascinant, quoi. Oui, parce que alors, il passe. Oh mais non, mais c'est du 4e degré, c'est vrai. Émile Faguet passe son temps à changer de posture. Un coup, il est socialiste, un coup, il est belligérant. Voilà. Mais ce texte, je pense, n'a pas pris une ride. Non. Et il pose totalement les enjeux du discours de la guerre, de la défense nationale, de la guerre pour se défendre, etc., etc. Là, justement, on a 2 autres faits divers en plus de ce qu'on vient de regarder avec l'autre saloperie là en uniforme. Il y a bien sûr les bombardements de bateaux de trafiquants de drogue par la trompe. Ça, c'est du pur terrorisme. Il n'y a même pas le vernis officiel, administratif et les coups de tampon. C'est affirmé, et c'est remarque assez couillu, c'est revendiqué comme tel, c'est-à-dire on y va, coup de canon, et on n'en a rien à foutre des règles de personne. Il n'y a même pas de coup de semonce. Ouais, c'est ça. Il n'y a même pas de coup de semonce, faites demi-tour, quoi. Sinon, non, on assassine tout le monde, il n'y a pas de problème. Et après, tu as tous les pingouins fans de Bukele et compagnie qui applaudissent des 80 parce que c'est super. La drogue tue des gens. Je ne sais pas s'ils se rendent compte, tous ces fans de la trompe, que c'est un prétexte à envahir le Venezuela et aussi à garder le marché de la drogue local parce que ces Vénézuéliens doivent faire une grosse concurrence aux trafiquants américains et ça les emmerde. Je veux dire, il y a plein de trafiquants aux États-Unis, dont la CIA. Là, je fais mon gros complotiste, mais je l'assume complètement. C'est pas nouveau. Les gens qui étaient là dans les années 80 se rappellent des scandales de trafic de drogue de la CIA. Je suis certain que ça n'a jamais cessé. Pourquoi ça aurait cessé? Ça rapporte tellement de pognon. Bien sûr, mais ça permet surtout de manipuler, surtout en plus. Mais voilà. On peut tout imaginer. Il y a aussi le fait que, si je ne me trompe pas, le Venezuela reste la plus grande réserve pétrolière aujourd'hui. Donc, elle est de l'autre côté du golfe des Amériques, hein, n'est-ce pas? Bon, donc, bref. Tout ça, voilà, on est parti comme d'habitude un peu dans tous les sens, mais on se tient. Le terrorisme, moi, ma position consiste à dire, le terrorisme, cela n'existe pas au sens que veut donner la propagande. Il n'existe que des meurtres. Et le point étant que ce n'est pas en parlant des terroristes en tant que terroristes qu'on fait le jeu de la paix sociale, etc. C'est exactement le contraire. Au contraire, ces gens-là, parce que ce sont des singes, il faudrait ne pas en parler, ne pas en faire des héros ou quoi que ce soit d'équivalent. Tout ça ne sert qu'à nous faire peur, à nous préparer à encore pire et accepter les pires des atrocités, parce qu'on nous aura expliqué que c'est pour vous protéger, et on n'a pas besoin de toi pour nous protéger, parce que tu ne nous protèges pas. On n'a pas besoin de toi pour nous protéger, parce que tu ne nous protèges pas. Quand tu as un connard qui appelle à la guerre, je ne peux pas dire qu'il nous protège. Un mec normal appellerait à la paix. Et on aurait dit la même chose sans ce discours d'ailleurs, parce que là je vais revenir dans une seconde sur le deuxième fait divers que je voulais juste mentionner en passant, mais là tu me fais penser à autre chose, c'est que il y a des
régulièrement des faits divers d'expulsion de squatteurs par des propriétaires. Tu sais, toutes ces affaires vraiment dégueulasses où des gens, par le biais d'un Airbnb ou quelque chose, prennent possession finalement d'un logement. Oui. Et là, ils sont protégés par la loi. Et quand les propriétaires se défendent eux-mêmes parce que la loi ne fait rien pour eux, ou que ça fait traîner les procédures pendant des années, ce sont eux qui se retrouvent derrière les barreaux, qui ont des amendes. Comment est-ce qu'on peut considérer que là, c'est pas du terrorisme et le fait divers sur lequel je voulais juste finir, c'est le procès que se prend, ou en tout cas la poursuite que se prend, comment il s'appelle, Emmanuel Barré. Qui? Non, pardon, un autre. Non, vas-y. Il y a un humoriste là qui a fait un sketch sur Radio Nova, ça s'appelle, que j'ai vu donc sur YouTube, un petit sketch de 3 minutes, et il se fout de la gueule de la police. Et là, tu as le ministre de l'Intérieur en France, dont j'ai oublié le nom, qui le poursuit lui-même, donc nominativement, en justice, comme un héros de défense des flics, parce que les propos qu'a tenus ce monsieur, qui s'appelle Emmanuel Barré, donc, lui semblent odieux. Mais voilà maintenant c'est pas du terrorisme, je sais pas ce que c'est, quoi. Mais du terrorisme soft, hein. Là, Étienne Chouard et machin Skinner, là, ils vont être contents parce que on leur a pas tapé dessus en premier. D'abord, on les a juste menacés. Oui, tout à fait. C'est pourtant la même chose. Oui, parce que c'est l'extorsion, c'est de la menace. Moi, si je fais ça avec toi, par exemple, et que je te menace de quelque chose, normalement, j'en subis les conséquences. Je vais en prison, je sais pas. On m'empêche de le faire, en tout cas. Que m'amène à la gueule, d'abord. Ouais, par exemple, ouais. Tandis que là, non, j'ai dit un truc qui me plaît pas, je t'envoie les flics, on va te péter la gueule si tu continues. En tout cas, on va te prendre la moitié de ton salaire, on va faire quelque chose. D'ailleurs, il y a un autre fait divers aussi, quelqu'un se prend une amende de 20 000 € pour avoir douté de certaines notions climatiques. C'est la personne que j'évoquais. Ah là, c'est ça. Philippe Erlin. Voilà. Oui, Philippe Erlin, exactement. Ouais. Donc ça, c'est un terrorisme sur un autre sujet, mais ça va exactement dans le même sens. On va te menacer avec toute la puissance de la police, qui a un monopole de la force d'ailleurs, pour te faire taire et pour te faire rendre gorge, parce qu'on ne veut pas que tu diffuses certaines idées. C'est ça. Pour finir, une heure qu'on tourne, tu vois. On a réussi avec 2 petits sujets anodins à faire ça, mais on a l'habitude. Juste pour dire qu'au Canada, en ce moment, il y a un projet pilote, pour parler de terrorisme d'État, de rachat d'armes, parce qu'ils ont établi une nouvelle liste d'armes qui sont devenues du jour au lendemain illégales, hein, donc c'est complètement arbitraire. Donc ils ont fait une liste. Et en promettant, bien sûr, parce qu'ils sont très magnanimes et généreux, que les propriétaires de ces armes qui voudraient donc ne plus être dans l'illégalité avaient un certain laps de temps pour les remettre aux autorités contre paiement. On va leur racheter. Voyons, c'est trop gentil. Donc il y a eu un projet pilote à Cap-Breton, et de ce que j'ai compris, on a dépensé en frais administratifs, plus les rachats, etc., au minimum dans les 100 000, 150 000 $ à peu près, pour récupérer entre 10 et 22 armes à feu. Moi, à ce prix-là, je veux bien faire des efforts et me procurer une arme au marché noir. Enfin voilà. Et ça, c'est une autre opération en ce qui me concerne de terrorisme. Là, on est dans le terrorisme bien préparé d'avance, avec un massage intellectuel pour préparer les gens à l'idée. Ensuite, on fait un projet pilote. Donc ça, c'est le deuxième massage intellectuel. Vous voyez, on n'est pas des barbares. On y met les formes, on y va progressivement. Mais bon, maintenant, quand la date butoir sera passée, si tu possèdes cette arme, tu vas quand même en prison, ou tu as une amende, ou je sais pas ce qui se passe, quoi. Voilà, donc le terrorisme, c'est vraiment une activité de pointe pour nos dirigeants. Oui. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour de la question. Est-ce que tu aurais une conclusion habile à nous proposer? Moi, je pense qu'il faut revenir sur le surhomme, si tu veux, parce que ouais, on est parti là-dessus. On est parti là-dessus, quoi. Est-ce que j'oserais, toi, j'improvise un peu, mais est-ce que j'oserais dire que notre chère démocratie, parce que ce qu'on décrit là, c'est la démocratie, son accroissement et sa déchéance et sa dynamique de décivilisation.
Est-ce que la démocratie est une machine à faire des sous-hommes? Mais peut-être, moi c'est mon espoir, ma version positive, c'est peut-être aussi, tu vois, sélection naturelle aidant, un sélecteur à surhomme potentiel dans tous ceux qui vont la contester ou la refuser. Bah, c'est un test, ouais, mais le verdict derrière, il va être mis en place par qui? Ça, c'est un peu embêtant, quoi. Mais en revanche, je suis d'accord avec toi que pour une note positive, si on a la latitude justement de continuer à discuter de tout ça librement, plus ou moins, au moins on a un espoir de faire fleurir cette envie des gens d'aller vers la civilisation, de défendre le principe de non-agression et d'être des sursinges, des pré-hommes et finalement des hommes, quoi. C'est ça. La civilisation malgré la démocratie. Ouais, la civilisation malgré la démocratie. Ça va faire un joli t-shirt. Attendez-vous à ça bientôt. Je vais augmenter ma petite boutique. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour ces éclaircissements et ces insights, comme on dit en langage branché anglophone. Éclairage. Éclairage, ouais. Et puis, je te donne rendez-vous très bientôt. Pour les Parisiens, certains d'entre vous, on va se voir la semaine prochaine parce que moi, je vais fabriquer un peu de CO2 pour vous rendre visite le week-end du 29. Donc, je vous embrasse d'avance et puis j'espère qu'on pourra boire plein de coups. Sur ce, je donne rendez-vous à tout le monde. Là, on n'est pas en direct, mais ce sera quand même demain avec le parti georgiste. Donc demain, discussion sur le georgisme, 19h heure française en direct sur la chaîne. Donc ça sent le surhomme, ça. Ça sent le surhomme encore une fois. Oui, on va essayer de discuter de ça justement pour voir si on peut introduire ce genre de sujet au niveau du georgisme. Et puis, je répète qu'on aura bientôt, on n'a pas encore défini de date, une rencontre avec toi, puis avec Bilal et Gauthier Lamotte pour parler d'IA. Je pense que ce sera dans les 2 premières semaines de décembre à un moment donné. S'il y a des questions, parce que là, j'ai pas prévu de thème complètement serré, ce sera vraiment une discussion à bâton rompu sur le thème de l'IA, à la fois le côté technique, le côté plus intellectuel, juridique, tout ce qu'on discute ici d'habitude. Mais s'il y a des questions dans l'audience particulière par rapport aux IA, laissez-les dans des commentaires quelque part, on va essayer de les retrouver, puis peut-être qu'on arrivera à façonner une émission un peu structurée, on verra. C'est pas garanti, mais on verra. Allez, vive l'anarchie, à bientôt, salut tout le monde.